bonsoir tout le monde. Donc, je suis Antoine Coutreau, donc effectivement je suis chercheur au CNRS en sciences cognitives. Alors les sciences cognitives c'est un peu flou, ça regroupe pas mal de disciplines, ça va des neurosciences à la psychologie, aux sciences cliniques, à l'intelligence artificielle, à la modélisation statistique, à plein de choses comme ça. Donc moi je suis un expert en rien et puis je connais un petit peu tout, donc du coup ça me permet de faire dialoguer comme ça différents champs disciplinaires différents. C'est plutôt ça que j'aime. Et donc ce soir, je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé, ça fait un peu moins de 2 ans. Je crois que c'est le projet que j'aime le plus depuis le début de ma jeune carrière scientifique. Et c'est un jeu vidéo qui s'appelle Sea Hero Quest, c'est la quête du héros des mers, et qui a pour but d'aider les chercheurs à comprendre et à éventuellement soigner la démence. C'est un jeu vidéo qui est issu d'une large collaboration. Donc, il y a plein d'acteurs différents. Moi, je travaille au CNRS, c'était monté avec des collègues, Hugo qui est à UCL à Londres, Michael qui est à l'University of East Anglia aussi en Angleterre, et puis c'était financé par différentes institutions. Il y avait des associations comme Alzheimer's Research UK, Dutch Telecom, une boîte privée allemande. Donc c'était vraiment un conglomérat de collaboration assez large qui a résulté dans ce magnifique projet. Alors, pourquoi la démence? Pourquoi s'intéresser à la démence? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a en ce moment 47 millions de patients dans le monde et que les probabilités les plus conservatrices disent que ça va tripler d'ici 2050. Et pour couronner le tout, il n'y a pas de traitement. On ne sait pas soigner ça. Donc, une façon d'aider les chercheurs à mieux comprendre cette maladie et éventuellement trouver un moyen de la traiter, c'est d'essayer de comprendre quels sont les signes avant-coureurs de la maladie, les signes précoces. Au tout début, avant que les principaux symptômes attaquent le patient, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au tout départ. Et une façon de faire ça, c'est de s'intéresser à l'orientation spatiale, à la capacité des gens à s'orienter dans l'espace. C'est une des premières fonctions qu'on perd quand on a cette maladie. Simplement, on est désorienté. Et le problème, c'est que cette capacité à s'orienter dans l'espace, elle est super distribuée dans la population normale. Moi, je suis super mauvais pour m'orienter dans l'espace. Ma compagne, elle est super forte. Et pourtant, il n'y a aucune raison de développer la démence plus que Cannes à partir de ça. Donc quand quelqu'un, si un médecin veut aider son diagnostic en mesurant la capacité de quelqu'un à s'orienter dans l'espace, il ne va pas trop savoir si ce qu'il mesure, c'est que le patient il est mauvais parce qu'il a toujours été mauvais, ou s'il est mauvais pour des raisons potentiellement pathologiques. Ça c'est une grosse question. Donc, pour essayer de comprendre comment cette capacité à s'orienter dans l'espace est distribuée dans la population normale, il faut tester plein de monde. Plein de monde. Ça, c'est un gros problème quand on fait de la recherche avec les humains, c'est que pour avoir accès à des participants, les faire venir au laboratoire, les faire passer une batterie de tests pour prendre une mesure, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et en moyenne, si vous lisez un papier scientifique avec des humains, quand il y a 50 bonhommes dedans, vous êtes content, quoi. Et 50 bonhommes, ils sont tous le même profil, c'est tous des étudiants en psycho, qui ont entre 20 et 21 ans, et c'est pas forcément super représentatif de la population générale. Ça, c'est un gros problème dans la science, pas seulement pour les sciences cliniques, mais les neurosciences, les sciences cognitives, ou même la biologie en général. Dès que ça touche à l'humain, ou au vivant, qui est difficile à quantifier. Donc, l'idée, c'était on va pas faire venir toute la population dans nos labos, alors par contre, on va peut-être essayer de les attirer avec un jeu vidéo. Parce que là, les jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont, beaucoup plus de gens en tout cas, qui sont intéressés, qui ont accès. Et donc voilà, l'idée est venue de là, de concevoir un jeu vidéo auquel les gens vont jouer, et ce jeu vidéo, on l'aura conçu pour mesurer un truc bien précis, donc qui est en l'occurrence la capacité à s'orienter dans l'espace. Et donc là, on s'affranchit plein de trucs, on s'affranchit des distances géographiques, parce qu'avec Internet, n'importe qui dans le monde peut le télécharger. On s'affranchit de l'intérêt que les gens ont dans la recherche scientifique, parce qu'on
on teste plus facilement, on fait venir plus facilement des gens dans un laboratoire s'ils s'y intéressent au préalable, alors que les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ont un profil beaucoup plus varié. Donc, pour toutes ces raisons, c'est super intéressant. Donc, on a fait ce petit jeu vidéo. Donc, ça a été développé par des professionnels, par un studio de développeurs de jeux vidéo qui s'appelle Glitchers à Londres. Et c'est librement disponible sur Google Play et sur l'App Store. Donc là, si vous voulez, maintenant, avec vos smartphones, vous pouvez aller sur l'App Store si vous avez un iPhone, ou sur Google Play si vous avez un Android, télécharger l'appli, c'est gratuit, complètement gratuit. On vous prévient que c'est pour un but de recherche, que si vous le voulez bien, les données que vous générez seront uploadées sur un serveur et que ça sera utilisé par les chercheurs. Si vous voulez juste jouer aux jeux vidéo sans que vos données soient envoyées, c'est aussi possible. C'est juste une case à cocher. Et ça marche comme ça. Donc il y a plusieurs tâches, plusieurs modes de jeu. L'un d'entre eux, donc, le principe, c'est que vous êtes le capitaine d'un petit bateau et il faut que vous retrouviez les mémoires égarées de votre père qui a perdu ses mémoires un peu partout dans l'océan. Et donc au début de chaque niveau, on vous montre une petite carte comme celle-là. On vous dit, bon bah là, vous êtes là, la petite flèche, vous regardez dans cette direction, et on va vous demander d'aller le plus rapidement possible à 3 checkpoints. Le premier, le deuxième, le troisième, dans cet ordre-là. Là en plus, on a un petit peu complexifié l'affaire en floutant la carte. Ce n'est pas le cas pour tous les niveaux. Après, il y a plein de variations, vous verrez si vous y jouez. Et donc c'est très simple, ça se joue de la manière suivante. Tape à droite pour aller à droite. C'est vraiment très simple, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer avec un jeu, il peut y arriver. Et une troisième commande qui est de swipe up pour accélérer, comme il fait là. Donc là, hop, ça y est, il a trouvé la troisième balise. Hop, il a récolté une page du journal de son père. Amazing, you nailed it. Donc voilà, ça c'est la première façon de jouer à ce jeu. Je ne vais peut-être pas vous présenter toutes les façons, vous pouvez découvrir ça en y jouant vous-même ou en en parlant un peu plus tard si vous êtes intéressé. Et donc on a lancé ce jeu en mai 2016, donc là ça fait juste 2 ans. Et on a été complètement halluciné par l'écho que ça a eu de la population. Donc on a vu les premiers chiffres des uploads sur le serveur, on s'attendait à plusieurs milliers de joueurs quand même, mais là on en a obtenu 3,4 millions dans le monde entier. Enfin, c'est complètement dingue, c'est vraiment de tous les pays du monde. Tous les pays du monde, de Corée du Nord, c'est vraiment, c'est la plus grande base de données de comportement humain à des fins scientifiques de l'histoire de la science. Voilà. C'est vraiment fou. Vous voyez, là, c'est un chiffre, il y en a quasiment 300 000 aux États-Unis, en France, un peu plus de 30 000. Il y en a 163 au Groenland, 149 au Togo, 318 en Côte d'Ivoire, alors que je pense pas que j'ai déjà lu un papier avec des participants qui viennent de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était vraiment enthousiasmant. Et puis, ça donnait une toute autre portée au projet, qui est bon, alors déjà, c'est sûr que notre base de données, on va pouvoir en faire quelque chose de sérieux, mais en plus des données qu'on collecte sur le jeu, donc on collecte la trajectoire des petits bateaux qui bougent, voilà, pour savoir si la personne a été efficace dans sa trajectoire spatiale ou pas. On pose aussi des questions sur le profil de la personne, si c'est un homme, si c'est une femme, quel âge il a, dans quel pays il vit, quel niveau d'éducation il a, combien d'heures il dort par nuit, dans quel type d'environnement il habite, si c'est plutôt rural, si c'est plutôt urbain, combien de temps il passe dans le transport chaque jour, enfin plein de questions que la littérature scientifique nous a appris, que ça avait une influence sur la manière dont on s'oriente dans l'espace, qui pourrait un petit peu nous aider à adresser un profil type de voilà, telle personne se comporte comme ça, et telle personne plutôt développe telle stratégie. Et donc, avoir ces données sur tout ce monde-là, ça fait qu'on peut répondre à des questions scientifiques, même au-delà de la navigation spatiale. Simplement, avoir les données de 3,4 millions de personnes sur combien de temps est-ce qu'ils dorment par nuit en moyenne, rien que ça n'existe pas. Il n'y a pas de sondage sur 3,4 millions de personnes à travers le monde. Donc c'est une base de données d'une richesse infinie, et vous pourriez passer une vie de chercheur rien qu'à l'analyser et puis
à modéliser les données qu'il y a dedans. En guise de comparaison, si on avait voulu faire la même chose avec une approche traditionnelle, c'est-à-dire dans un laboratoire, en faisant venir les gens, etc., donc on a estimé, ce n'est pas des calculs très précis, hein, mais à peu près, ça aurait coûté 30 milliards de dollars et ça aurait pris 10 000 ans. Donc ça n'aurait pas été possible, tout simplement. On ne l'aurait pas fait. Donc ça, c'est vraiment cette nouvelle façon de collecter des données à travers un jeu vidéo, en utilisant une nouveauté technologique, le fait qu'on a tous un smartphone, presque tous un smartphone dans notre poche, ça fait pas longtemps, ça fait moins de 10 ans, et ça ouvre des portes assez considérables pour la recherche. Je peux vous montrer une petite vidéo de certains participants, de voir un peu les différences qu'il y a entre différents participants. Donc là, vous allez voir, ça c'est une vue d'oiseau d'un des niveaux, c'est le niveau 16. Et donc les étoiles rouges, ça correspond au checkpoint que les gens doivent aller voir. Et vous allez voir, là j'ai pris aléatoirement 1000 joueurs qui sont plus âgés, donc qui ont entre 70 et 95 ans, et 1000 autres joueurs en rouge, donc ça c'est listé en bleu, les plus vieux et les plus jeunes sont en rouge, qui ont entre 19 et 25 ans. Et voilà comment ça marche. Touch, voilà, c'est parti. Donc là on voit assez clairement qu'il y a deux groupes qui se forment. Donc, il y a les jeunes tout devant et puis les plus vieux un peu plus à la traîne. Avec quelques exceptions, hein, vous voyez qu'il y a quand même des bleus qui sont tout devant. Hein. Là le numéro 1 c'est un bleu là. C'est pas complètement uniforme, mais il se fait un peu rattraper par les jeunes sur la fin. Et voilà, une fois qu'ils arrivent là-haut, ils disparaissent parce que le jeu est fini pour eux. Mais il y en a qui restent coincés très longtemps. Donc là, la vidéo dure je sais pas combien de temps. Elle dure quelques minutes. Et je l'ai coupé parce que 20 minutes plus tard, il y en avait toujours qui étaient « Ah mais non, c'est pas là !» Et j'étais probablement l'un d'entre eux, hein, donc je me moque, mais c'était pas... Donc voilà, donc là, D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais si vous avez des questions pendant l'exposé, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on peut discuter comme ça. Ouais. Comment vous distinguez en fait quand quelqu'un s'inscrit, vous cherchez à caractériser la démence, enfin à aider les chercheurs au niveau de la démence, comment vous savez si c'est une personne qui a atteint de démence ou pas? Non, effectivement, pas du tout. Là, notre but, c'est de comprendre comment est-ce que la faculté à s'orienter dans l'espace est distribuée, se répartit dans la population normale. Donc là, on fait l'hypothèse que tous ces gens-là, ils sont pas atteints de la démence. C'est des gens normaux. Et notre but, c'est d'avoir une grosse base de données qui nous permette de comprendre pourquoi certaines personnes normales, qui n'ont pas de pathologie, sont meilleures pour s'orienter dans l'espace que d'autres. Comme ça, si quelqu'un va voir son médecin veut lui faire passer un test pour savoir comment est-ce qu'il s'oriente dans l'espace, il va pouvoir dire « Ok, donc vous, monsieur Dupont, vous êtes français, vous avez 65 ans, vous avez tel niveau d'éducation, vous vivez dans tel type d'environnement, vous avez... » Enfin, comme ça, on peut restreindre le profil de la personne, et en espérant dire « Ok, donc normalement, le sous-groupe de la population auquel vous appartenez, son comportement moyen c'est ça, et vous déviez de temps, donc vous êtes pathologique, enfin vous êtes... On va regarder de manière un peu plus précise, un peu plus clinique, avec des examens un peu plus poussés, pour voir si vous avez potentiellement des risques de développer la démence, ou pas du tout, si vous êtes vraiment plus poil dans le milieu de la courbe et qu'on ne s'inquiète pas. Donc l'idée c'est pas pour directement dépister la démence avec le jeu, c'est pour construire une base de données qui va aider dans un second temps les médecins à poser un diagnostic. Comment vous avez fait la publicité du jeu? Enfin, est-ce que vous avez fait dans les hôpitaux ou à part ça? Et oui, effectivement, c'est une bonne question parce qu'on n'aurait pas eu 3,4 millions sans avoir une grosse publicité. Et donc, un des financeurs du jeu, c'était Deutsche Telekom, qui est une grosse entreprise de téléphonie allemande et qui ont investi beaucoup d'argent. Eux-mêmes ont beaucoup de réseaux pour faire la com, parce que c'est une boîte de com.
ils savent faire. Et donc, c'est via leurs canaux que, leur savoir-faire, leur équipe de communication. Nous, effectivement, en tant que chercheurs, on n'a pas du tout cette expertise pour communiquer de manière digitale, comme ça, on n'aurait pas su faire comme eux, ils ont su faire. Par exemple, il y a un youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle PewDiePie, c'est le youtubeur qui a le plus d'abonnés sur son compte YouTube au monde. Et sa spécialité, c'est de faire des vidéos sur les jeux vidéo. Et donc, ils ont payé PewDiePie pour qu'il fasse une vidéo sur Sea Hero Quest. Et le jour de la sortie des vidéos de PewDiePie, ça a tout explosé, quoi. Et voilà, il y a des trucs comme ça que c'est intéressant d'avoir des partenariats comme ça avec des gens qui viennent d'autres backgrounds que des scientifiques, parce qu'ils savent faire ce genre de pub et capter un public que nous on n'aurait peut-être pas atteint aussi. Et vous avez beaucoup de personnes dans les tranches plus âgées? Alors, comme c'est sur smartphone. Ouais. Alors c'est sûr, quand on regarde la distribution de l'âge, c'est clairement biaisé chez les plus jeunes. On a beaucoup de gens entre 18 et 35 ans, et puis après ça s'effondre. Mais vu la taille de l'échantillon, on a quand même plusieurs milliers de personnes qui ont 90 ans, plusieurs milliers de personnes qui ont 91 ans, plusieurs milliers de personnes qui ont 92 ans. Donc on en a quand même beaucoup moins que des jeunes, mais on en a quand même. Et par rapport à ça, vous prenez en compte le biais qu'il y en a qui vont complètement troller l'âge et dire qu'ils ont 70 ans ou 80 ans, alors qu'ils en ont 20? Ouais, alors ça effectivement on a été un petit peu confronté à ce problème. Alors en général les trolls, ils disent pas qu'ils ont 64 ans, ils disent qu'ils en ont 99 ou alors 18 parce que c'est l'âge de base qui est proposé c'est l'âge minimum qu'on a collecté. Et donc effectivement là on a enlevé de l'analyse tous ceux qui avaient mis 99 parce que clairement oui, on voit une courbe assez cohérente qui diminue le nombre de participants en fonction de l'âge, et puis 99, pouf, ça remonte. Et puis après, il y a d'autres méthodes d'analyse statistique un peu plus poussées qui nous permettent de vérifier la cohérence du profil. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais les gens ont plutôt joué le jeu dans l'ensemble. Je pense que le fait que ça a été marketé comme étant un jeu pour la recherche, pour aider les scientifiques, ça a quand même un petit peu rendu les gens peut-être plus raisonnables que si ça avait été un jeu Candy Crush. Justement, parmi les 3,4 millions de joueurs, quelle est la proportion de personnes qui ont accepté d'envoyer leurs données? Ah bah ça, c'est une bonne question, parce que j'ai pas la réponse, parce que j'ai seulement les données de ceux qui ont accepté d'envoyer les données. C'est-à-dire les 3,4 millions, c'est des personnes qui ont envoyé leurs données. Ouais, qui ont accepté d'envoyer leurs données. Il y a plus de joueurs que ça en fait, mais ça je ne connais pas le chiffre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on pouvait envoyer ces données et refuser de répondre aux questions sur soi. Et il y avait deux types différentes de questions. Il y avait une première salve de questions qui était l'âge, le genre, la nationalité. Et après une deuxième salve de questions plus détaillées. Et il y a à peu près, je crois que c'est 53% des gens, donc du 3,4 millions, il y en a 53% qui ont donné leur âge, leur genre, leur nationalité. Et il y en a 15% qui ont répondu à toutes les questions. C'est toujours beaucoup. Voilà, c'est ça. Et du coup, le but, la finalité, ce serait après d'utiliser ça donc, comme test de dépistage dans toute la population en proposant aux gens de faire ce jeu et s'ils sont hors des clous, leur proposer d'autres tests pour... Voilà. C'est ça une idée? Voilà, exactement, c'est ça. Après, c'est l'idée initiale. Après, c'est de la recherche, donc forcément, au fur et à mesure qu'on va trouver, ah oui, non, en fait, ça se passe exactement comme on a pensé, ça va se modifier un petit peu au fur et à mesure. Là, on commence des tests justement avec des populations cliniques et on n'a aucune assurance qu'un joueur dans un environnement hospitalier qui est soumis à un stress différent de celui qui est chez lui tranquillement à jouer va se comporter de la même manière, c'est sûr que ça va complètement lié. Ça, on ne sait pas très bien. L'idée, l'ambition initiale, c'était exactement comme tu as dit. Ouais. Est-ce qu'il a déjà été envisagé qu'un jeu puisse soigner la démence? Que le jeu à terme soit tellement bien recherché, bien formulé? Alors, soigner la démence en tant que tel, non, parce que, comme je disais au départ, on ne connaît pas de façon de soigner la démence. C'est quelque chose qui est pour le moment irréversible. Pour
exercer son cerveau et le rendre plus plastique, plus dynamique. Ça, oui, il y a pas mal de jeux qui ont été proposés, qui marchent plus ou moins bien, quoi, parce que il y a pas mal de jeux où on va vous proposer de faire de résoudre des puzzles, de résoudre voilà, d'exercer ses neurones, de muscler ses neurones, et on va dire que du coup ça va empêcher la démence de s'installer. Ça n'a jamais été prouvé que ça marchait. Pourquoi pas? Mais si, il est tout à fait probable qu'un jeu qui vous propose d'exercer votre cerveau en faisant des puzzles vous fasse devenir un expert en puzzle, et que par contre pour la démence ça ne va pas faire grand chose. C'est possible. Est-ce qu'il y a des modèles qui se dessinent par continent ou par pays Ouais, plus alors, ou moins développés? ouais, ça je vais y venir. C'est effectivement une très bonne question. Voilà, parfait. Donc les premiers résultats, les premières grandes tendances sur les différentes stratégies qu'avaient les participants pour s'orienter dans ces petits labyrinthes. Alors, donc là je vais vous montrer un graphe, facile à lire. Donc ici ça va être la performance, donc plus c'est élevé et meilleur c'est. Donc c'est un peu un résumé de plein de trucs différents sur comment est-ce que les gens s'orientent dans l'espace. Mais grosso modo, plus c'est haut et mieux c'est. Et là ça va être l'âge. Donc ça commence à 18 ans, parce qu'on n'avait pas de données pour les moins de 18 ans, on n'avait pas l'autorisation éthique de le faire, jusqu'à 99, 98 parce qu'on a viré les 99. Et on observe ça. Donc ça c'était un premier résultat intéressant, c'est que ça plonge dès le départ. C'est-à-dire que dès 20 ans, on commence à devenir moins bon à l'orientation spatiale. Et ces données-là, elles ne sont pas complètement nouvelles dans le sens où c'est quelque chose qui est connu, que ce qu'on appelle l'intelligence fluide. Donc l'intelligence fluide, ça regroupe plein d'items différents, que ce soit connaître plein de mots de vocabulaire, être prompt à faire des opérations de calcul mental, enfin plein de choses comme ça. Ça décroît très très rapidement, et puis c'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on dit « Ah non, j'ai jusqu'à mes 50 ans, et puis après peut-être que je vais commencer à décliner un petit peu cognitivement ». En fait non, on décline à partir du moment où on a fini l'adolescence. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai caché la courbe, ce qui se passe après. Et après, là, oui, il y a un petit spoiler. Mais voilà, c'est fait comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Voilà, moi, la première fois que j'ai vu cette courbe, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas du tout logique, quoi. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend, et puis ça colle pas du tout à ce qu'on voit dans la littérature. C'est pas... Alors, est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait causer un truc comme ça? Alors, on a essayé de nettoyer les données pour être sûr que ce soit pas ça. Il y en a forcément des qui ont... Mais non, l'explication qu'on a trouvée, c'était pas celle-là. On le voit dans d'autres phénomènes, ça. Ouais. Oui. D'accord. Il y a une autre, peut-être une explication aussi. Ah bah je serais ravi d'entendre, ouais, parce que du coup, nous, l'explication qu'on a trouvée pour expliquer ça, c'est de se dire que, comme on disait au départ, on n'enregistre pas la population normale. On enregistre la population des gens qui ont un smartphone et qui jouent aux jeux vidéo. Et les gens qui ont un smartphone et qui jouent aux jeux vidéo à 90 ans, c'est pas le Pékin moyen, quoi. C'est quelqu'un qui, cognitivement, va bien. Donc, ça pourrait expliquer le fait qu'en fait, les gens qui sont là, c'est pas qu'ils vont mieux, c'est qu'ils font partie d'une population qui, à la base, allait très bien, et qui a continué à aller très bien, ce qui explique qu'ils ont joué à notre jeu vidéo. Ouais. Est-ce que ça peut être, par exemple, ils se disent que comme ils sont plus vieux, ils sont plus diminués, donc ils vont faire plus d'efforts, et donc ils y arrivent mieux? Peut-être. Ouais. Moi j'ai aussi une hypothèse, c'est le gamin qui voit son grand-père qui a acheté le tout nouvel iPhone, il sait pas s'en servir, il va commencer à jouer avec et C'est sûr qu'on en a, mettre l'âge de et les données de son grand-père. Mais c'est lui qui joue, Ça c'est sûr qu'il y en a, des joueurs comme ça là-dedans. Mais après, vu la taille de l'échantillon, ça met du bruit dans les données, mais on a suffisamment de personnes qui ont une utilisation normale du jeu qui n'est pas celle-là. On espère que ça moyenne les données et ça diminue le poids de ces données pathologiques. Mais là c'est sûr, tu as raison, il y en a qui ont fait ça. Et dans les performances, sont pris en compte le temps de jeu. C'est-à-dire qu'admettons on est en retraite, on a un peu plus de temps, si on y passe toute la journée, toute la semaine, on va être plus performant. C'est en ratio avec le temps de jeu. Là c'est vraiment pour un niveau donné, est-ce qu'on a adopté la trajectoire optimale ou pas? Ouais, non, ça on n'a pas pris en compte ça.
Et alors juste pour aller un peu plus vite, je suis désolé. Sauf à l'âge extrême. À l'âge extrême. Bon, alors ça c'est aussi quelque chose qui est connu dans la littérature, que pour certaines tâches d'orientation spatiale, les hommes sont un peu meilleurs que les femmes. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, qui ne sont pas le fait que simplement intrinsèquement les hommes sont meilleurs que les femmes. Et l'une d'entre elles, qui est vraiment super intéressante et qui a été rendue possible par le grand échantillon qu'on avait, les nombreux pays qu'on avait, c'est qu'on a regardé la taille de cette différence entre les hommes et les femmes, comment est-ce qu'elle varie en fonction des pays. Parce qu'il y a des pays où les hommes sont très différents des femmes et d'autres pays où il n'y a quasiment pas de différence. Donc on a regardé... La taille. Pardon, effectivement, je me suis mal exprimé. La taille de l'effet. Donc en fait, c'est est-ce qu'il y a une grosse différence là ou pas? Est-ce que les hommes sont vraiment meilleurs que les femmes dans un pays, alors que dans un autre, ils vont être quasiment pareils? Non, mais t'as raison, j'aurais pas dû employer ce mot-là. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc là, on a regardé, je vais vous expliquer ce graphe. Donc ici, on a le rang de l'inégalité entre les sexes dans le jeu. D'accord? Donc c'est la distance entre les deux courbes qu'on voyait dans le graphe juste avant. Et là, on a l'inégalité entre les sexes dans la société. Donc ça a été mesuré avec un indice qui s'appelle le Gender Gap Index, qui est un indice de l'ONU, enfin du Forum mondial économique, et qui prend en compte plusieurs choses différentes, comme le nombre de... l'égalité dans les salaires hommes-femmes, le nombre de femmes qui ont accès à l'éducation supérieure, le nombre de femmes qui sont CEO dans des voilà, plusieurs choses différentes. Et effectivement, on a ça, on a que dans les pays où les hommes et les femmes sont très égaux, comme les pays scandinaves par exemple, et ben, dans le jeu, il n'y avait quasiment pas de différence entre les deux sexes. Donc ça veut dire qu'une partie vraiment non négligeable de cette différence entre les sexes est induite par la société. C'est pas intrinsèque à l'homme et à la femme, c'est parce que dans les pays où les femmes ont moins accès à l'éducation, et cognitivement c'est vraiment bien. C'est tout à fait logique, quoi. Il n'y a rien de forcément... Avec certaines différences, c'est par exemple là, en Malaisie ou en Corée du Sud, il y a de grosses inégalités de sexe dans la société, mais peu d'inégalités de sexe dans le jeu. Ça, il faudrait se pencher sur ce cas précis. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu parce que je parle beaucoup. Et ça, c'est pour répondre à la question, justement, la différence entre les pays. Donc pas la différence entre les sexes, là c'est en moyenne entre les hommes et les femmes. On oublie complètement cette histoire de genre. Et donc là, c'est la carte du monde de la performance. Plus les pays sont rouges foncés, et plus ils sont bons au jeu. Et plus ils sont jaunes, et moins ils sont bons. Les pays en gris, c'est des pays où on n'avait pas assez de données pour faire des stats qui soient fiables. Donc grosso modo, tous les pays où il y avait moins de 500 bonhommes, on les a virés. Et donc là, alors qu'est-ce qu'on voit comme grande tendance? Ouais. Une énorme corrélation avec la performance et le PIB du pays. Donc ça, pour la même raison qu'il y avait cette corrélation, que les femmes qui avaient accès à l'éducation étaient meilleures que celles qui n'avaient pas accès à l'éducation, et les humains qui ont accès à l'éducation sont souvent plus dans les pays riches et donc sont meilleurs au jeu. Donc il y a plein de... Le PIB, il varie avec plein de facteurs sociaux qui peuvent expliquer cette différence de performance. Donc c'est l'accès à l'éducation, la capacité à voyager, le fait de se déplacer même au sein du pays avec une voiture. Donc voilà, plein de choses qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a ces différences entre les hommes et les femmes. Je vais juste pour en finir avec ce projet en particulier. Donc en ce moment, là depuis peu de temps, on a lancé une version réalité virtuelle qu'on peut télécharger. Alors vous savez, c'est ces petits casques de réalité virtuelle qui coûtent moins de 100 € et sur lesquels on clipse un téléphone portable. Donc ça, il y en a pas mal de gens qui l'ont. Et donc on a sorti une version comme ça pour le jeu, ce qui donne une composante de plus que simplement sur le smartphone. Comme ça, les gens peuvent bouger la tête et se comporter un peu plus comme ils le font dans la vraie vie. Et donc on commence des tests avec des populations cliniques. Donc que ce soit des gens qui sont au début de leur pathologie, ou même des gens qui ne l'ont pas encore développé. Donc je vais juste vous citer deux projets rapidement en un slide
Et puis si vous voulez, après on pourra développer si ça vous intéresse. Donc, il y a ce projet qui s'appelle iWire. Vous pouvez aller sur ce site internet où tout est expliqué. Et là, l'ambition, c'est de cartographier le cerveau. Et vous savez, dans le cerveau, on a plein de neurones qui sont super intermêlés les uns avec les autres. Et c'est trop compliqué pour pouvoir dessiner une carte des connexions entre toutes ces neurones. Donc là, l'idée, c'est de demander aux joueurs d'aider à faire ça. Un autre projet, ça s'appelle Project Discovery. Et donc, c'est pour aider à la détection d'exoplanètes. Donc là, c'est pareil, un site internet sur lequel vous pouvez aller. Donc les exoplanètes, vous savez, on entend pas mal parler dans les médias, c'est des planètes qui sont en dehors du système solaire. Et sur lesquelles, peut-être que voilà, l'humain, une fois qu'il aura fini de bousiller la Terre, il ira bousiller d'autres mondes, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Voilà. Et donc, ça s'est intégré à un autre jeu vidéo qui s'appelle EVE Online, qui est un jeu préexistant, avec beaucoup de joueurs, une grosse base de joueurs. Et c'est un petit module dans ce jeu vidéo qui permet de faire ça. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, vous pouvez soit vous poser des questions, si vous voulez qu'on parle un peu plus de HeroQuest, ou sinon je vous présente un peu plus en détail ces projets, comme vous voulez. Ouais, alors, moi j'ai une question très intéressée, souvent. C'est de savoir si les données sont ouvertes, par exemple pour des projets d'élèves et tout ça. Je sais que ça fait des années qu'on cherche des idées pour faire des études statistiques, mais forcément on ne peut pas faire à la fois les recherches statistiques et après les exploiter, mais en termes d'exploitation ça peut être intéressant. Ouais, et bah oui, donc ça c'était un de nos gros soucis quand on a commencé à travailler avec Deutsche Telekom qui a financé le projet, parce que c'est une entreprise privée, donc peut-être qu'ils n'auraient pas voulu que les données, et nous c'était hors de question qu'on fasse de la science si les données n'étaient pas ensuite en open access. Donc oui, toutes les données sont en open access, c'est un téra de données, donc après il faut avoir les épaules pour les gérer, et là on est en train de monter une plateforme pour analyser les données en ligne, donc on n'a même pas besoin de télécharger les données, on peut le faire directement, on pourra le faire, c'est pas encore le cas, mais on pourra le faire directement. Donc oui, la réponse est oui. Du coup, sur le même thème, vous continuez à enregistrer les données des joueurs actuels? Ouais. Donc ouais, alors plus pour très longtemps, parce que ça coûte cher de maintenir l'app en vie et de maintenir les serveurs, etc. Là c'est encore le cas, ça fait 2 ans, on va clore dans quelques mois pour la version sur mobile. Donc il faut que vous vous dépêchiez du coup. Ouais. Et étant donné que le jeu est utilisé dans le monde entier, vous avez une collaboration avec d'autres pays ou c'est vraiment France, Londres, Angleterre? Non, ouais, pour l'instant, il y a... Alors, sur ce projet en particulier, il n'y a pas enfin, c'est vraiment... ça a été développé en Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre pendant 3 ans. Enfin, je suis officiellement en France depuis cette année. Et par contre, il y a d'autres équipes de recherche qui utilisent les données qu'on a mis en open access de plein de pays du monde pour des projets qui leur sont propres. Et oui, ça effectivement, avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Vous disiez que vous alliez commencer vos recherches plutôt sur des groupes cliniques maintenant. Ouais. Ça signifie quoi dans la suite des recherches en fait? Parce que l'idée c'était de se servir. En fait, ça serait de trouver un moyen de détecter un symptôme très précoce de la démence. Donc là, depuis, peut-être que Gilles va en parler après moi, mais on se rend compte de plus en plus que dans le cerveau, il y a un déclic qui se fait et qui va enclencher cette maladie très tôt en fait, bien avant que les symptômes principaux arrivent et soient diagnostiqués chez un médecin. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de suivre des gens qui sont plus ou moins à risque de développer la démence pour avoir un peu une cartographie en temps réel de leur état cognitif sur cette tâche en particulier et de voir comment est-ce que différents groupes, ceux qui vont développer, ceux qui ne vont pas développer, se comportent longitudinalement en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on appelle démence? C'est une maladie en tant que telle ou c'est plus un groupement de plusieurs maladies? Ouais, ça je pense que j'ai mieux que moi. Donc oui, c'est un groupement de maladies. J'aurais pas réponse à. Non, mais c'est pas une réponse. Non. Est-ce qu'il reste une petite question? On a fait le tour. Ok, alors ce que je vous propose de faire,